Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, dans le cadre des Minutes de l'innovation, nous accueillons la société Shirkalab, spécialiste de développement d'applications vocales. Pierre-Yves, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Bruno pour nous offrir ce petit temps de parole. L'objectif de cette petite présentation, c'est de vous donner un peu les clés de ce qu'est le vocal et de voir un petit peu par rapport à vos problématiques ce que ça peut apporter, ce que la technologie peut apporter pour des personnes, des seniors et des personnes âgées. Juste en quelques mots de présentation, qui sommes-nous? Nous sommes une petite société, Shirkalab, et notre principale activité, c'est de créer des applications conversationnelles, principalement autour de deux technologies que sont Google et Alexa, donc sur les smart speakers Echo et Google. Donc on est une petite équipe aujourd'hui de 5 personnes basée à Paris. Et je suis, moi, donc Pierre-Yves, le cofondateur de cette société avec mon acolyte Stéphane, qui est notre CTO. Donc, on a une activité qui est de trois grandes verticales. Notre principal business model, c'est la création d'applications vocales. Donc, c'est de créer des applicatifs vocaux pour des organisations ou des entreprises. Donc, on assiste en fait nos clients dans la création d'applications vocales qui vont de la conception à la création et au développement de ces applications. On a aussi une autre activité qui est une activité de conseil et de formation où l'on va aider les entreprises à mettre en place leur stratégie vocale. Et on a une grosse partie de formation, où on a un programme de formation qui permet aux entreprises de mieux comprendre et d'avoir une bonne compréhension sur la conception et la création d'applicatifs vocaux. Et enfin, on a une petite activité qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, qui est un peu particulière dans notre secteur, puisqu'on est aussi éditeur. On est éditeur d'applications vocales, plutôt dans le domaine de l'éducation et du divertissement, très orienté jeunesse. Et on a aujourd'hui un bon leadership en France sur ce sujet, puisque plusieurs de nos applications sont dans le top 10 des applications vocales françaises. Voilà pour notre petite introduction concernant Shirkalab. Donc, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est voir ce qu'apporte la voix, l'essor de la voix, quel est le marché aujourd'hui du vocal, et un focus ensuite sur les applications vocales dans le monde, et en France, et dans l'univers des seniors et des personnes âgées. Donc pour la voix aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle interface homme-machine. Il y a toujours eu des interfaces entre l'homme et la machine, hein, dès les premiers ordinateurs personnels qui sont début des années 80. Mais le mode d'interaction là a été très informatique, entre guillemets, puisqu'il fallait interagir avec des lignes de commande, donc une interface homme-machine pas très facile à utiliser. Puis 10 ans plus tard, des premières interfaces graphiques qui ont grandement amélioré l'interaction entre l'homme et la machine pour interagir et trouver de l'information, avec la vraie bascule. C'est début des années 2000, avec l'apparition en grande masse du web, où là, n'importe qui pouvait interagir pour accéder à de l'information sans aucune connaissance informatique, ce qui a été aussi grandement amélioré
2007 avec l'apparition de l'iPhone et avec un nouveau mode d'interaction qui est un mode d'interaction tactile. Donc là, presque plus de clavier pour interagir, donc qui facilitait encore l'interaction avec le device pour aboutir en début 2017, 2016, 2017 avec les premiers assistants vocaux où là on a supprimé complètement en fait l'interaction écran et on est passé vraiment d'une interaction très hardware à une interaction dans les années 2000 software, là, avec une interaction plutôt basée sur l'intelligence artificielle, puisque tout va se faire en langage naturel. Donc, il n'y a plus aucune interface pour interagir avec un device. Donc, les avantages de la voix, ils sont multiples, mais on peut en citer deux. La première, c'est que c'est quelque chose qui est très intuitif, puisque là, l'interaction va se faire entièrement en langage naturel, donc j'ai pas besoin d'avoir de connaissances, de codes particuliers pour interagir avec un objet. Et elle est aussi très rapide, puisque en fait, quand je parle, lors de ma conversation, j'arrive à donner beaucoup plus d'instructions que en le tapant avec un clavier. Les avantages de la commande vocale, donc de pouvoir interagir avec un objet via une commande vocale, ils sont aussi multiples, mais on peut en citer trois qui sont primordiaux. Tout d'abord, c'est sa multimodalité, ça veut dire que je vais pouvoir passer du clavier au tactile à une conversation, c'est-à-dire que je peux tout faire en même temps. Donc, ça me permet, en fonction du contexte d'utilisation, de pouvoir en fait agir dans tous les contextes. C'est une commande qui est aussi multitâche parce que contrairement à toutes les autres interfaces qu'on a vues précédemment, on va utiliser en fait deux sens qu'on n'utilisait pas avant, qui sont l'ouïe et la voix. Et donc, on va pouvoir interagir en faisant d'autres activités. Donc, interagir quand ma vue et mes mains sont occupées, c'est qui donne un d'applications que l'on n'avait pas avant, pour pouvoir interagir, par exemple, quand je prépare un repas ou au sein de ma voiture, parce que je suis en train de conduire. Donc, la seule mode d'interaction va être une commande vocale. Et troisième avantage de la commande vocale, c'est son accessibilité. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toucher l'objet ou d'être à proximité de l'objet pour pouvoir interagir avec lui. Il suffit que l'objet soit là pour le coup à portée de voix pour que je puisse interagir avec lui. Donc, j'ai pas même besoin de savoir où est situé cet objet. Il suffit que cet objet m'entende pour qu'il puisse interagir. Donc, et aujourd'hui, on assiste vraiment à un essor de la voix, dans tous les secteurs. Pour vous donner quelques idées et quelques indications et quelques chiffres, on estime que d'ici 2022, 30% en fait de la navigation web se fera uniquement via une interface vocale, que plus de 50% des recherches de Google se feront par la voix. Aujourd'hui, on est déjà à 30% en fait des recherches de Google qui sont faites par la voix. Les gens parlent à leur téléphone pour rechercher des informations. Et d'un point de vue plus smart speaker, donc des objets, des enceintes intelligentes, des enceintes connectées qui sont complètement dédiées au vocal. Sur le marché US, qui est le plus grand marché actuellement, il y a plus de 160 millions d'enceintes et on estime que d'ici 2025, 75% en fait des foyers seront équipés d'une enceinte connectée contre un peu plus d'un tiers aujourd'hui. Donc, l'assistant vocal, c'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. Ça date déjà d'une dizaine d'années. L'apparition en fait de la première assistant vocal, c'est Siri avec l'iPhone 4S en 2011. La vraie nouveauté entre guillemets au niveau
au niveau de l'interaction, c'est 2014 avec la sortie de l'Amazon Echo, donc de la technologie d'Amazon, avec un device complètement dédié à la voix et à l'interaction vocale, suivi en 2016 par Google Home. Et en 2018, on annonçait déjà plus d'1 milliard de devices qui ont accès à des assistants. Et 2020-2021, c'est vraiment la prolifération des assistants vocaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces assistants en fait à peu près partout. On les retrouve maintenant quasiment dans toutes les nouvelles qui sortent. On les retrouve bien sûr dans les enceintes connectées, on les retrouve dans vos téléphones, puisque Google Assistant est natif dans tous les Android. On les retrouve dans les montres, dans les jeux et dans tout un ensemble d'objets qui vont de la cafetière à l'aspirateur en passant par le système d'alarme. Bref, en fait, tout objet en fait qui a besoin de se piloter aujourd'hui est potentiellement pilotable via la voix. Et bien sûr, on retrouve de plus en plus dans les voitures, puisque c'est l'objet de prédilection, puisque j'ai pas d'autre moyen d'interaction que la voix quand je suis en voiture. Et si on fait un petit zoom sur le marché des enceintes, donc plus des smart speakers, aujourd'hui, Amazon dans le monde a encore et toujours une part d'avance, qui s'explique par le fait qu'ils sont partis 2 ans avant. Mais on estime que Google rattrapera son retard d'ici 2022. Une petite particularité sur ce marché, il y a Apple n'est pas vraiment rentré sur le marché des smart speakers. Il y a des enceintes effectivement HomePod connectées Apple, mais qui qui n'ont pas de fonction d'intelligence artificielle au sens propre, puisqu'elles ne permettent que d'écouter de la musique et d'interagir que dans un univers fermé d'Apple. En France, il y a encore peu d'études, hein, mais on estime que plus de la moitié aujourd'hui des Français ont déjà utilisé un assistant vocal. Et que il y a aujourd'hui plus de 12 à 15% en fait d'internautes qui possèdent une enceinte vocale. Et les derniers chiffres donnent plutôt un avantage maintenant à Amazon dans la répartition Google-Amazon, plutôt un avantage à Amazon qu'à Google. Mais on peut estimer qu'en gros, en France, c'est du 50-50, il y a 50% d'Alexa et 50% de Google, avec plus de la moitié en fait des Français qui ont déjà utilisé un assistant vocal, et les chiffres et les études sont sur des projections à plus d'1 tiers de la population d'ici 3-4 ans, des foyers français équipés d'une enceinte intelligente. Avec un profil d'utilisateur qui est plutôt CSP+, des utilisateurs qui sont entre 25 et 40 utilisateurs plutôt qui vivent dans un foyer, donc c'est plutôt un objet familial et plus qu'un mode d'interaction comme un téléphone dédié à des personnes beaucoup. Donc j'ai parlé d'assistants, d'interaction vocale et donc qu'est-ce qu'une application vocale? Une application vocale, c'est comme une application c'est un service tiers qui permet d'enrichir l'expérience des assistants vocaux. Donc, on peut les comparer vraiment à ces applications mobiles, hein, Google et Apple, sauf que là, on est dans un univers avec Amazon et Google. Il y a 2 types d'applications vocales, les applications d'Amazon qu'on appelle des skills et des applications Google qu'on appelle pour
il n'y a pas besoin d'installer cette application, il faut juste l'invoquer. Donc l'invoquer, c'est donc l'appeler par son nom. Et l'applicatif, lui, va répondre. Donc, si je veux, par exemple, avoir SNCF, je vais demander à Alexa ou à Google, Alexa, demande à oui SNCF les suis dans l'univers de Google, je vais dire OK Google, donc pour réveiller en fait le smart speaker, l'enceinte, et lui demander pour une destination. Donc juste pour que vous compreniez comment marche en fait une application, ça se passe. Donc sans rentrer vraiment dans la technique, mais pour bien comprendre par où passe va lancer une application vocale, hein. Il faut donc l'invoquer, donc donner son nom, et c'est en fait l'enceinte et aller chercher l'application. Donc quand vous faites OK Google, en fait, le smart speaker, et quand vous demandez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Le micro va les sons et va envoyer ce son sur les serveurs d'Amazon. Là, ce son va être transformé en texte et il va chercher en fait. Donc, si vous demandez à invoquer oui SNCF, va envoyer les informations, donc les informations qui ont été transcrites à oui SNCF, et c'est SNCF de comprendre et de rechercher la réponse à votre question. Donc, c'est l'application à extraire donc le contexte et l'intention que vous avez pour comprendre ce que vous voulez, et qui va, au cours d'une à calculer la réponse, va trouver les informations, et une fois qu'elle a trouvé les informations, elle va renvoyer l'information actuelle serveur de Google et d'Amazon, qui vont se charger de les traduire device, et qui va vous fournir la réponse. Voilà, c'est comme partie. Il y a cette partie qui est inhérente au technologiquement là à Google et Amazon. Prendre en compte la demande, la traduire, l'envoyer à l'applicatif qui va générer une conversation pour répondre à votre problème, et ensuite renvoyer ces informations à Google et Amazon, qui vont se charger de les reprendre. Donc, pourquoi faire des applications vocales? On a identifié hein, de raisons en fait, de types d'applications différentes dans l'univers du vocal. Tout l'ensemble des services que vous allez, je suis une marque, je vais aider en fait de manière agnostique des personnes à résoudre un problème. Donc, essayer de je vais les aider à résoudre un problème. Si par exemple j'ai une certaine légitimité répondre à toutes ces questions, c'est aussi résoudre des problématiques là qui peuvent être plus basiques, hein, qui sont des problématiques de domotique, hein, simples, hein. Donc je rends un service de manière vocale, soit par une action, soit en essayant de trouver une réponse, mais qui n'est pas du tout liée. C'est pour solutionner un problème. Le deuxième type d'applicatif qu'on va retrouver chez
c'est d'essayer d'aider les clients à choisir un bon produit par rapport à tout un ensemble de produits pour essayer de trouver le produit moteurs de recommandation qui vont recommander en fait en fonction d'un dialogue, de recommander le produit qui vous convient le mieux. Le troisième type d'application que l'on va retrouver, ce sont des applications transactionnelles. Donc, c'est je veux accéder à un service et donc le faire via une transaction. Hein. C'est par exemple pour commander une pizza, pour commander un Uber, pour réserver sa place euh, que on a sur des applications mobiles. Troisième, quatrième type d'applicatif va être tout ce qui va aider en fait client. C'est je suis déjà utilisateur de votre service et j'ai des questions. Historiquement, c'est là d'où viennent les premiers applicatifs support technique et tout ce qui était répondeur téléphonique. Mais là, on va pouvoir intégrer des requêtes naturelles. Hein, donc, on va discuter, on va poser des questions et l'application va trouver les bonnes réponses sans taper des chiffres ou des lettres sur un clavier, par exemple. Et enfin, un dernier type de service, c'est offrir là justement des nouveaux types de services. Aider les gens à s'exercer, à jouer, mais d'une manière un petit peu différente. On va interagir uniquement avec la voix et avec quelque chose qui va répondre et qui va réfléchir, contrairement à une application qui est purement visuelle où l'interaction sera visuelle. Donc ces applications, on va les retrouver mobile. Donc, il y a deux univers, hein, Google et Alexa, avec des stores où on va retrouver ces applications, soit d'évaluation, donc soit avec des catégories, des systèmes de notes, d'évaluation, de ranking, etc. Donc, ces stores ne sont pas un pas pour utiliser ces applications puisque je n'ai pas besoin de les utiliser. J'ai juste besoin de les invoquer. Donc, c'est la force et la faiblesse du système. Du coup, je n'ai pas besoin d'aller sur ces stores. Et donc, pour connaître l'offre, c'est un peu plus. Bah, je n'ai pas forcément connaissance que je peux appeler Oui SNCF pour réserver un billet de train. Donc, au niveau de l'offre, aujourd'hui, dans le monde, il y a un peu plus de 120 skills et un peu moins de la moitié de Google. Donc, il y a beaucoup plus d'applications Amazon, hein, de skills, plus que d'actions Google, des applications Google. D'une Alexa s'est lancé 2 ans avant Google et qu'il y a eu une politique très volontariste de la part d'Amazon pour aider les développeurs d'applications par une communauté, par des d'avoir une offre qui soit la plus large possible. Là, c'est pour vous donner juste un petit aperçu. Donc, aujourd'hui, applicative dans le monde, donc avec une de Google qui est plus faible, mais qui en France est plus importante que dans les coups est arrivé avant Alexa en France, donc avec une part de marché aujourd'hui qui est de 35% versus 65%. Là, on parle vraiment de l'offre applicative, hein, du nombre d'applications qui existent sur les stores des deux GAFA. Et fait, elle est donc là, c'est un qui vous montre la
Donc l'offre est aussi très liée à l'usage. Et donc, on utilise ces enceintes pourquoi d'une enceinte connectée, hein, c'est l'écoute du son. Donc, c'est tout ce qui est musique, radio. Le deuxième utilisation, ça va être tout ce qui est maison connectée, puisque c'est euh, euh, très intéressant de la voir, c'est de pouvoir interagir sans être à proximité d'un objet, pouvoir piloter un objet sans proximité et sans aucune interface. Donc, tout ce qui va être domotique, aujourd'hui, c'est un véritable boom puisque matériels aujourd'hui sont compatibles Google Assistant et Alexa, les ampoules ou autres. Pierre-Yves, il est 34. Sur la partie. Signaler que l'heure avance, donc pour laisser un peu de temps aux questions-réponses, mais je vous laisse continuer la présentation. Je voulais simplement vous signaler le temps qui s'écoule. Oui, j'ai presque fini, j'en ai pour hier. Je voulais juste faire un petit focus sur les assistants portés en fait pour les seniors et les personnes âgées. Donc en fait il y a déjà des applications qui sont vraiment dédiées aux seniors d'un point de vue vocal. Donc on va les voir dans 2 minutes, hein, quelques exemples qui sont là aujourd'hui encore à l'état de pilote et qui sont plus bien sûr qui ont été faites plus aux US et dans d'autres pays, mais pas beaucoup en France. Mais il y a 5 ou 6 avantage d'utiliser un assistant vocal pour les seniors, c'est d'abord simplifier le quotidien, hein, puisque ça permet de rajouter une meilleure autonomie. Hein. La partie domotique est vraiment super importante. Hein. Si j'ai du mal à me mouvoir, si j'ai du mal à accéder à des choses, de pouvoir juste par la parole accéder et commander et piloter des appareils, c'est quand même ultra pratique. Ça permet aussi vraiment de diminuer la fracture numérique puisque je peux accéder à de nombreux services d'une manière beaucoup plus aisée en langage naturel. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir de compétences ou d'objets pour accéder à des informations. C'est aussi un bon moyen pour aussi de demander de l'assistance, hein, toujours sur cette même fonctionnalité. Hein. Je peux juste demander de l'aide sans avoir à rechercher un bouton, un téléphone, avec des objets qu'on a en général en télésurveillance. Ça permet de rompre l'isolement et favoriser le lien intergénérationnel. Il y a tout ce qui va être jeu, éducation, système d'apprentissage, concentration. On peut vraiment stimuler en fait les fonctions cognitives et avoir une interaction positive et aider en offrant des services les gens au quotidien pour leur rendre la vie plus agréable. J'ai pris trois initiatives en fait voilà, d'applicatifs vocaux qui ont eu soit un certain succès, soit qui ont eu un écho assez important. Le premier, c'est ce qui va être tout sur l'assistance. Hein, donc, il y a une application qui s'appelle Ask Mike Bundy aux États-Unis qui est disponible sur Google Home et Alexa et qui permet justement en fait d'envoyer des alertes directement via son enceinte à ses proches si j'ai un problème ou si j'ai besoin d'assistance. Donc vraiment là sur cette partie assistance, sur la partie lien intergénération, il y a le projet Memory Lane qui là pour le coup a été créé par le fournisseur d'énergie suédois qui permet en fait à des personnes âgées
de raconter en fait plus ou moins leur vie et d'échanger des témoignages via des enceintes connectées. Et l'application Parker Life, là, qui est une application servicielle qui est qui permet en fait pour des résidents d'une maison de retraite d'accéder à l'ensemble des informations et des programmes qui sont proposés par leurs résidences, qui vont de la consultation des menus, programmes d'activité, écouter de la musique, des livres audio, s'exercer, jouer, etc. Donc d'avoir une interface simple et en langage naturel qui leur permet d'accéder à toutes les informations sur leur lieu de vie. Voilà, j'ai essayé de respecter mon timing pour vous donner un bref aperçu des possibilités et de ce que peuvent faire des applicatifs vocaux. Merci Pierre-Yves pour une présentation très très complète et très intéressante des capacités justement d'interaction par la voix. Je laisse la parole à nos participants. Avez-vous des questions à poser à Pierre-Yves? Oui, moi j'en aurais une. Oui. Je me pose la question de la complexité au niveau de la fabrication d'une application comme Parker Life, par exemple. C'est combien de temps de développement pour vous? En fait, la complexité, elle est liée au nombre de ce qu'on va appeler intention, donc de ce que veut faire une personne. Donc en gros, les grosses fonctionnalités. Donc une intention, ça peut être de savoir par exemple le menu des résidents. Ça, c'est une intention. Ça varie entre 4 et 8 semaines pour faire un truc comme Parker Life. D'accord. Donc c'est quand même un gros chantier, quoi. Aux 4-8 semaines, dans un projet informatique, c'est pas un très gros chantier, quoi. D'accord. Mais ça dépend vraiment le nombre en fait de fonctionnalités que l'on va mettre, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein. C'est parce que il faut arriver à comprendre l'intention et trouver l'information et retranscrire cette intention. Donc en fait, la partie compréhension en fait est souvent la plus complexe parce qu'on a 1000 façons en fait d'interroger pour proposer une question. Ok, merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Mais moi, j'en ai. Quelles sont les applications principales que vous avez? Vous parliez du top 10 en France parmi certaines de vos applications. Vous pourriez nous en dire plus sur ce top 10? Oui, alors on a notre application la plus utilisée, c'est une application pour les enfants qui s'appelle Les Petites Histoires. Donc on a une cinquantaine en fait de contes qui sont des contes un peu mainstream, hein, qui sont du domaine public, hein, qui sont racontés par des acteurs et on a une interaction avec l'enfant, on va lui demander son prénom, ce qu'il préfère, et pour pouvoir lui choisir et lui donner à écouter un conte qui correspond le plus en fait à ses aspérités. Et donc c'est une application aujourd'hui, c'est la première application enfant en France, et c'est un usage qui est assez important. Aujourd'hui, on a dépassé les 5 millions d'histoires racontées il y a quelques semaines. Donc voilà. Toujours dans le domaine éducatif, on a développé par exemple pour Amazon tout le système de conjugaison d'Alexa. Parce que Alexa ne connaît pas la conjugaison française. Donc si vous demandez à Alexa de vous conjuguer, Alexa, conjugue-moi le verbe prendre, en fait, c'est notre application en fait qui va répondre pour Alexa. Donc voilà, c'est deux exemples effectivement dans le domaine
qui sont plus dans le domaine de l'éducation que plus pour les enfants en général. Puisque les enfants, en fait, c'est un public avec lequel les applications vocales fonctionnent très bien, parce que comme les enfants n'ont pas accès déjà à des devices digitaux, c'est compliqué. Ils n'ont surtout pas, en dessous de 7 ans, c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas accès non plus à la lecture. Donc le mode d'interaction vocale est un mode très utilisé pour les très jeunes enfants, puisque c'est beaucoup plus facile d'interagir. Alors justement, pour une application comme Mes Petites Histoires, quel est le modèle économique? Aucun. Pour Amazon, c'est super. Pour Google aussi, pour nous, il n'y en a pas du tout. Le modèle économique, il est pour nous, c'est plus un investissement marketing. Parce que du coup c'est grâce en fait à ces applicatifs qu'on a pu travailler avec Universal Music ou Radio France par exemple pour faire des choses avec eux. Donc pour nous c'est plus une démarche marketing. Ça permet aussi de tester des usages, le fonctionnement, tester des conversations, d'apprendre aussi, hein, parce que quand on discute avec un enfant, comme on discute avec une personne âgée, on va pas avoir le même discours, on va pas avoir la même approche que avec une personne qui est plus enclin à utiliser déjà des appareils digitaux. Donc, comme on est sur des technologies nouvelles et des modes d'interaction nouvelles, c'est important aussi de pouvoir tester et donc de se faire sa propre idée. Et pour ça, au début, il y a forcément pas de business model avéré, quoi. On n'est pas dans un objectif de business, bien que on a un peu de sponsoring et puis on a un petit deal avec Amazon et Google qui nous aide un petit peu, mais ce qui rembourse à peine nos frais de bande passante, quoi. Alors justement, cet exemple-là qui a un certain succès, comme vous le disiez, ça représentait combien de semaines de travail pour vous, pour le développement? Le développement en soi n'a pas été la partie complexe. La partie la plus complexe, c'est la partie donnée en fait, hein, parce que il faut du contenu. Et puis pour ces applications enfants, en fait, on substitue la voix de synthèse par des voix humaines. Donc, il y a de l'enregistrement studio où on va enregistrer à peu près toutes les combinaisons de phrases on peut avoir, tous les prénoms, etc. Donc, c'est surtout cette partie en fait conception qui est presque plus longue que la partie technique réalisation, puisque en fait, il y a peu d'interactions complexes. Ce qui est compliqué, c'est justement d'avoir un univers vocal plaisant et fluide sans voix de synthèse. Donc c'est la partie la plus compliquée. La conjugaison, à contrario, c'est l'inverse, parce que faire tous les algorithmes de conjugaison française, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est pareil, on est dans les ordres de 4 à 6 semaines de développement pour ce genre d'applicatif. Très bien, merci. D'autres questions parmi les participants? Non, Tristan, vous avez ouvert votre Sinon, ouais, juste pour enchaîner avec votre question de tout à l'heure, vous faites donc appel à des spécialistes de la voix pour faire les enregistrements. Vous avez quelqu'un dans votre équipe qui s'occupe de ça ou vous faites appel à… Alors, des spécialistes de la voix, quand on utilise des acteurs, parce que quand on fait des jeux, quand on fait des applications aussi, on en a fait beaucoup pour Universal Music, pour des enfants. Oui, on utilise souvent, on essaye pour donner une identité à l'application, de substituer en fait les voix de synthèse par des voix humaines. Ouais, c'est quand même mieux. Et pour le coup, là, c'est beaucoup de travail parce que c'est comme écrire un scénario de film, hein, donc et donc là, effectivement, on passe par des acteurs, des studios,
on a des gens qui sont spécialistes dans l'interaction justement pour trouver les bons termes, les bons trucs pour que ça matche bien. Mais ça, c'est vraiment possible que quand on est dans un univers ultra prédictif. Donc, quand on va rentrer dans une expérience où on va poser des questions aux gens et les réponses sont prédictives. Si je dois aller chercher, comme je prends l'exemple de la conjugaison, hein, je suis dans un univers qui est fini, mais qui est presque infini, et donc on va pas enregistrer tous les verbes à tous les temps. Donc là, on ne peut pas se passer de la voie de synthèse pour ça, pour la plupart en fait des applications. D'accord, c'est intéressant. Merci. Une dernière question avant d'interrompre notre enregistrement. Non. Non, c'était très intéressant. C'est un commentaire. Merci Denis. Merci Pierre-Yves pour cette présentation. Donc, je vais mettre fin à cet enregistrement et à cette émission. Merci Pierre-Yves. À bientôt.